When the drum beats go like this. Bonsoir à tous et soyez les bienvenus à cette IGN 12e édition. IGN un peu particulier, vous le savez, en ces temps post-confinement. On se retrouve donc pour ce rendez-vous alsacien, Grand Est, Lorrain, en bref, de la scène du jeu vidéo local du Grand Est. Voilà, on a l'habitude de se réunir à Strasbourg au Shadok, la fabrique du numérique. Mais le Shadok est enfermé au public en raison sanitaire, vous vous en doutez. On se retrouve en ligne sur Google Meet dans un dispositif un peu particulier. On est en double live, performance incroyable, sur Facebook et sur Twitch. Et ma foi, j'espère que vous allez un peu accepter d'essuyer les plâtres de cette formule un peu particulière. Voilà, on va essayer d'avoir, on va dire, l'expérience la plus fluide possible. Mais ma foi, tout ira bien. Alors, vous le savez, l'Indie Game Night, c'est une volonté qu'on a depuis 2 ans maintenant de célébrer le jeu vidéo et sa création et son milieu dans le Grand Est. Et c'est une collaboration, je le rappelle, entre le Festival européen du film fantastique de Strasbourg, qui est une section jeux vidéo et réalité virtuelle qui se déroule tous les ans au Shadok, et une collaboration également avec East Games, qui est un cluster pareil, qui travaille à faire la promotion du jeu vidéo indépendant, de la création de jeux vidéo, encore une fois à l'échelle locale. Et c'est également un partenariat avec le Shadok, je le disais, fabrique du numérique, qui héberge depuis maintenant quelques années à Strasbourg des projets d'art numérique, des projets autour de l'innovation technologique et de toutes ces fabriques-là. Et pour l'occasion, évidemment, partenariat et grands remerciements aux indépendants collectifs qui assurent la régie technique de ce live. Alors, pour ce dispositif particulier, on a décidé de changer la forme un peu de l'Indie Game Night, quoique pas tant que ça. Je vais vous expliquer ce qui va se passer. Habituellement, on présente des jeux en développement, on essaie de mettre en avant un peu la création du futur du jeu vidéo. Et on se dit que, quitte à faire un pas de côté, on allait clairement y aller et vous proposer une table ronde sur un sujet un peu général qui porte à la création du jeu vidéo. Bon, ça fait beaucoup de fois que je le dis, mais parce que décidément c'est notre marotte. Et en l'occurrence, on va donc s'intéresser à l'action de créer. Est-ce que c'est déjà joué ? Est-ce que créer, est-ce qu'on peut prendre du plaisir à créer ? Quelle démarche anime les créateurs de jeux vidéo ? Voilà, on va un peu réfléchir à toutes ces questions-là avec mes 3 invités. Donc, ce soir avec nous, Antoine Schmoll, qui est donc le fondateur de Ernestine, le studio qui développe une intéressante épopée de Monsieur Paf. Salut Antoine. Salut, bonsoir à tous. Voilà, qui est également cofondateur du coup des Indie Game Night. J'ai l'impression de dévoiler un secret monumental de corruption, mais voilà, on est content de t'avoir ce soir du coup de l'autre côté de la scène entre guillemets, pour un peu nous faire part de ton expérience d'auteur. Avec nous également Laurent Siffer, qu'on connaît à Strasbourg pour avoir créé le jeu Sibos, qui est fondateur du studio I Am a Dog, et qui vient de l'illustration, du graphisme, qui travaille également dans la société L'Iconographe, qui fait de la formation à la bande dessinée. Salut Laurent. Salut. Et avec nous également, alors cette fois-ci en duplex de Liège, on jure un peu avec notre petit chauvinisme local strasbourgeour, mais on va cette fois-ci avoir un autre intervenant étranger. Vous savez, c'est comme BFM TV où on a un interlocuteur à Chicago qui va donc nous parler depuis Liège. Bref, Pierre-Yves Vurel, bonsoir. Bonsoir, merci.
Tu es donc chercheur, docteur, tout récemment docteur, bravo, Merci. à Liège, à l'université de Liège, assistant à l'université de Liège, et tu fais également partie du Liège Game Lab, qui est donc voilà, un collectif de chercheurs voilà, à la pointe de la recherche sur le jeu vidéo. On essaye. Ma foi, donc ce soir, un dispositif particulier, voilà, un chercheur, deux développeurs, deux graphistes, voilà, tout se mélange. Voilà, on est très content de pouvoir vous proposer ça. Encore une fois, c'est une première. On va bien voir comment ça se passe. De toute manière, vous vous doutez qu'on est un peu là également pour rigoler. Mais chose sérieuse avant tout, on va prendre 20 petites minutes tout de suite pour voilà, présenter. Histoire de pouvoir un peu approfondir la question de la création plus tard, on va donc revenir sur deux jeux de nos invités ce soir. Donc une intéressante épopée de Monsieur Paf avec Antoine, et puis Sibos avec Laurent. Le premier à passer à la casserole, ça va être Antoine. Donc, Antoine, eh bien, moi je propose qu'on commence à présenter Monsieur Paf, qui, je le rappelle immédiatement avant d'oublier, dont la démo est disponible actuellement grâce au Steam Games Festival, qui est voilà, qui est la brillante idée de Valve de proposer pendant 6 jours environ 600 démos. Vraiment, l'idée est brillante. C'est vraiment une métaphore de l'abondance totalement tarée de Valve. Mais bref, voilà, si on vous recommande une démo, c'est évidemment celle de Monsieur Paf. Eh bien, pour commencer à en discuter, on va regarder le trailer du jeu. Micro. Micro, évidemment. Ah, voilà, pardon. Voilà, je le disais, hein, voilà, il y a quelques plâtres à essuyer, malheureusement. On fait comme on peut, mais est-ce que vous m'entendez? Est-ce que le micro est activé? Oui, on t'entend. Ok, d'accord. J'ai une icône qui m'indique le contraire. Bon, donc on vous renvoie évidemment à la page Steam de Monsieur Paf. Vous pourrez télécharger et la démo et regarder du coup le trailer en intégralité. Qui ne parle pas que d'un béret. Qui ne parle pas que d'un béret, voilà. Justement, en profitons de l'occasion, du coup, Antoine, pour que tu nous présentes un peu le jeu. Du coup, comment ça se joue? Qu'est-ce que c'est Monsieur Paf? Alors, une fois que Monsieur Paf a récupéré son béret, qui traînait par terre... Monsieur Paf qui est dans le chat, hein, je précise. C'est ça. Il va récupérer son béret et du coup, il va partir à l'exploration d'un temple oublié dont il revenait tranquillement avec le chercheur qu'il suivait en tant que stagiaire archéologue, parce que c'est pour ça qu'il s'appelle Monsieur Paf, parce que ça n'est pas encore un docteur. Et il fait son stage en archéologie et se retrouve coincé dans un temple. Et tout le but du jeu va être de sortir de ce temple oublié en résolvant des énigmes de puzzle plateforme, avec la particularité que ce qu'on appelle la réinitialisation des énigmes dans les jeux vidéo se fait au sein même du gameplay. En gros, on a un totem qui s'appelle le totem respawn qui permet de réinitialiser les énigmes si jamais on est bloqué. Sauf que, évidemment, la subtilité, c'est que assez régulièrement, la réinitialisation va faire partie de l'énigme. Et donc, on est sur un jeu typique d'énigmes, de plateforme. Il faut trouver le bon chemin pour pouvoir sortir du temple oublié. Ok. Ma foi,
Ma foi, c'est quand même dommage qu'on n'ait pas pu voir le trailer, J'ai puisque peut-être des screenshots pour illustrer le truc. Ça fera peut-être quitte à avoir une image figée. Donc ouais, ce sont donc des voilà, concepts. on voit l'importance donc du style graphique dans le jeu, étant toi-même illustrateur. Oui, tout à fait. Du coup, tu peux un peu nous parler de la démarche en fait qui t'a déjà, je propose on parte des bases. Est-ce que tu peux un peu nous parler de ton parcours justement en tant que voilà un illustrateur qui se met aux jeux vidéo? Oui, parce qu'en fait, à la base, je me destinais plutôt à la bande dessinée et à l'illustration print. Et en fait, le jeu vidéo arrive un peu par hasard dans mon parcours. C'est ma grande sœur qui est didacticienne des langues, et puis elle fait de la recherche là-dedans, qui voulait faire un jeu vidéo d'apprentissage du français langue étrangère. Et du coup, m'a dit viens, aide-moi à créer l'univers, on va bosser avec plusieurs personnes. Et j'ai fait ouais, cool, moi j'aime bien juste l'exercice de créer un univers de jeu vidéo, pourquoi pas, mais sans être complètement convaincu que ça allait aboutir sur un projet. Et en fait, le projet s'est fait, et puis depuis, ça fait 12 ans que je travaille dans le jeu vidéo. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'à la base, je me destinais pas du tout aux jeux vidéo. Pour moi, c'était quelque chose qui était réservé aux informaticiens. D'accord. Du coup, est-ce que tu peux un peu comment dire? Donc toi, tu édites, pardon, tu crées le jeu sous Unity, c'est bien ça? C'est ça, ouais, avec un framework maison qui nous permet de faire de l'isométrie full 2D, enfin de faire des illustrations full 2D avec un super algorithme apporté par Sven, qui, à l'inverse de beaucoup de jeux en isométrie, nous permet de faire des tunnels et des étages sur les mêmes plans. Enfin, c'est un peu complexe de l'expliquer comme ça, mais en gros, on a la capacité d'utiliser beaucoup la verticalité dans le jeu, alors même qu'on est toujours en 2D. Et même moi, des fois, je suis un peu bluffé par cet algorithme d'affichage, parce que j'oublie qu'on est dans un jeu en 2D. Tout ce que vous voyez à l'écran, là, c'est de la 2D, en fait. Mm. Et, Oui, il y a un travail sur les perspectives qui est assez bluffant, et du coup, tout le gameplay repose sur ça aussi, sur une bonne appréciation des distances et une bonne appréciation. D'où le choix du grillage, j'imagine. Oui, ça c'est un truc, au début j'en faisais pas tant que ça, je m'étais dit, bon, on fait des temples, on fait un joli temple, et puis le joueur va explorer, donc du coup il sera super content. Et il a eu du mal, enfin dans les premiers playtests qu'on a fait, le joueur a eu beaucoup de mal à apprécier les distances, comme tu dis, et le fait que le jeu, le déplacement se fait en case par case. De même que Monsieur Paf a à peu près une envergure de saut qui est d'une case et demie de hauteur. Et suite au premier playtest, il a fallu vraiment qu'on conçoit un level art, une esthétique qui soit sur le quadrillage pour que le joueur puisse vraiment repérer, appréhender correctement en fait ces différentes données de jeu, cette différente grammaire au niveau de son déplacement par case et de ses capacités de saut. Ce qui n'était pas évident au début, parce que quand on met du quatriage, on a tendance à vouloir le suivre trop strictement, et ça rend du coup le level art un peu monotone. Donc ça a été un gros travail de réussir à rendre ce dallage, ces cadres un peu plus vivants qu'une grille, pardon. Et d'autant plus pour un temple qui est censé être un temple oublié. Et bon, là, clairement, sur l'image qu'on voit, on est sur un principe de cadre. Il n'y avait pas le choix, parce que l'énigme se fait tout en verticalité. Et là, si le joueur ne comprenait pas vraiment les distances, ça allait être beaucoup trop galère. Donc là, on y allait franco, des lignes et des cadres partout. D'accord. Est-ce que tu peux Voilà. un peu nous parler des inspirations qui t'ont poussé à aller vers ce style graphique-là et vers cette jouabilité-là? Je te pose la question parce que, évidemment, je pense que tu as dû souffrir un peu de la comparaison, mais enfin, on a dû te la dire plusieurs fois, mais en voyant ça, je pense aux jeux Ankama, qui voilà, reprennent également un quadrillage assez iconique.
Oui, Dofus et Wakfu. Mais d'ailleurs, en vérité, si on regarde les premières images de Dofus, si vous arrivez à les retrouver, c'est pareil, en fait, au sol, il n'y a pas de marquage du cadre. C'est un truc qui arrive essentiellement dans Wakfu, où là, vraiment, on assume toute une esthétique du cube. Et qui permet du coup, alors pour eux, il n'y a pas réellement d'appréhension de la distance puisque c'est un pointé cliqué et qu'il n'y a pas de saut. Mais c'était pour pas faire de distinction finalement entre les phases de combat qui sont case par case et les phases de déplacement pour qu'en fait on ait cette impression que les combats se déroulent vraiment dans l'univers qu'on explore. Donc c'est à peu près la même problématique. Il faut réussir à créer une esthétique et un univers qui est une grande grille. Tout en essayant de créer une immersion dans un univers qui n'est pas juste un exercice mathématique et géométrique. Et c'est une question que je pose souvent en Indie Game Night, donc voilà, elle fera un peu répétition, mais pour le coup, je pense que vu la thématique de ce soir, elle va nous éclairer un peu sur la suite de la discussion. Mais alors, comment est-ce que toi, tu arrives à ajuster la difficulté, puisque c'est un jeu d'énigmes, c'est un jeu de résolution d'énigmes et de mystères. Comment est-ce que tu arrives à ajuster la difficulté et à rendre l'expérience la plus fluide pour le joueur? Plein de playtests, il n'y a pas trop le choix. On s'est baladé de salon en salon avec beaucoup de versions du jeu qu'on a dû équilibrer à beaucoup d'endroits. Le tout premier donjon qu'on avait, avant de faire le premier playtest, on était persuadé que les joueurs allaient trouver trop facilement, qu'ils allaient finir le jeu en 10 minutes et puis qu'ils allaient ils ne voulaient pas faire tomber les objets qui poussaient, partant du principe que c'est une plateforme, l'objet qui est dessus ne peut pas en sortir. Et donc du coup, il a fallu qu'on crée des tutoriels pour montrer de manière un peu subtile que il faut absolument pousser l'objet en dehors de la plateforme pour qu'il tombe et que tu puisses l'utiliser après dans une autre verticalité. Ouais, et du coup, pour équilibrer tout ça, il a fallu faire plein de playtests et puis après, du coup, un peu s'habituer à la logique du débutant. Et donc, du coup, ouais, je crois qu'au total, en salon, on a observé peut-être entre 300 et 500 joueurs, quoi. C'est même difficile à quantifier parce que des fois, on passait une semaine sur un stand à voir des gens jouer au même donjon pendant une semaine. On n'en pouvait plus à la fin, mais au moins, on était sûr de savoir comment ça fonctionnait, quoi. Et le plus dur aussi, c'est de ne pas faire l'excès inverse, qui est de rendre les choses trop faciles. On est dans un jeu d'énigmes, donc du coup, il faut quand même qu'à un moment donné, il se pose des questions tout seul, quoi. Et je sais qu'il y a eu des fois où on a posé une limite, où un joueur se rend compte de la solution et dit « Ouais, mais j'imaginais pas qu'on pouvait faire ça. Il s'est expliqué nulle part. » Et je fais « Ouais, mais au bout d'un moment, si on t'explique tout, c'est plus il n'y a plus d'exploration, il n'y a plus d'énigmes. Donc, il y a des trucs quand même qu'on a laissés. On fait en sorte que le joueur le devine tout seul. En général, ça passe, hein. Les derniers tests sont vraiment très concluants. Mais ouais, pour les jeux d'énigmes, c'est effectivement plein de playtests, quoi. Ok. Et idéalement, jamais les mêmes personnes. Oui, forcément. Et dernière petite question, vu qu'on est pris par le temps, je te pose une dernière petite question rapide. Mais est-ce que l'association entre une direction artistique qui invoque tout l'imaginaire, alors je suis désolé, je m'y connais pas en civilisation aztèque, je sais pas laquelle tu évoques un peu enfin, j'imagine qu'elle est fictive, mais on va dire cet esprit un peu Indiana Jones, un peu ruine ancienne dans lesquelles on explore. Est-ce que justement ça tombait sous le sens d'invoquer cette iconographie-là avec un jeu d'énigmes et avec un jeu d'exploration? Ou est-ce qu'il y a eu beaucoup de travail de recherche pour arriver à cette alliance-là? Il y a deux choses. Il y a effectivement l'invocation des civilisations oubliées très, très particulières qui sont effectivement celles que tu évoques, et le fait que à la fois par choix et par contrainte de techno à l'époque, je devais faire la création des assets à la souris. Et donc, du coup, avec une technique qui est de poser un aplat et de couper au cutter les éléments. Ce qui fait qu'on s'est retrouvé avec une esthétique un peu polygonale comme ça. Et si tu regardes effectivement dans les statues, les architectures
qui ont cette esthétique un peu coupée au couteau, l'esthétique Inca fonctionnait très bien. Mais c'est vrai que c'est un espèce de mix de tout. Enfin, c'est une esthétique enfin, c'est des ruines Inca, mais avec du grès des Vosges, quoi. Parfait. Ok, ben merci Antoine pour cette présentation. On reviendra évidemment un peu sur ton parcours lors de la discussion. Voilà, on est un peu pris par le temps, donc on va passer sans plus tarder donc à Sibos, donc le jeu de Laurent et du studio donc I Am a Dog. Donc voilà, je propose également qu'on commence par le trailer, en espérant que ça suive cette fois. D'accord, pas de souci, pas de souci. Bah, si tu peux le mettre en image d'illustration, c'est top. Hop. Pas de souci. Bah écoute, Laurent, moi je te propose un peu de présenter le jeu pendant qu'on envoie des images. Ben voilà, ben là, déjà bonsoir à tout le monde. Là, on découvre en fait le début du jeu et en fait qui situe le contexte en fait de ce qui va se passer, puisque voilà, on va incarner un petit personnage qui s'appelle un Cibo. Alors on dit un Cibo des Cibos. Et les Cibos, en fait, c'est des petits extraterrestres qui passent leur existence à travailler, les pauvres, et dans l'objectif en fait de devenir le meilleur employé de la galaxie. Alors le jeu en fait propose une aventure solo et qui illustre bien en fait le travail, parce qu'il y a des petites phrases entre chaque niveau. En fait, on commence stagiaire et en fait voilà, ensuite employé du jour, employé de la semaine, employé du mois. Et donc il y a tout un délire autour du travail. Là on voit la pause café en fait, nous on a même une pause café. Et vous avez ensuite une autre partie qui est une partie multi. Alors il y a une partie multi locale, une partie multi online qui nous a demandé, qui a été très complexe en fait à mettre en place. Et là en fait, on peut jouer à plusieurs. Et là aussi, on peut faire des tournois, on peut jouer à 2 contre 2, on peut jouer en individuel. Et il y a plein de petits challenges qui illustre en fait le propos du jeu, qui est le travail, mais c'est un regard amusé sur le monde du travail, évidemment. Il n'y a pas de critique, il n'y a pas de morale. C'est un party game qui est fun, qui est dynamique, et c'est le jeu canapé, quoi. On se retrouve entre potes, on peut jouer, et on peut aussi évidemment s'inviter entre potes sur Steam. Voilà, le jeu est bientôt terminé, en fait, il se finit vendredi, exactement. C'est le dernier test qu'on fait. Et là, il est encore en early access sur Steam. Et il devrait sortir normalement en juillet, au plus tard septembre, tout dépend de comment ça se passera pour l'Apple. Ouais, voilà, c'est ce que j'avais noté. Il est bien disponible depuis janvier 2019, donc en early access. Donc vous pouvez déjà l'acquérir sur Steam, si je ne m'abuse. Et il y a une démo également en ligne sur Steam. Voilà, il y a une démo. Ouais, alors on a fait des tonnes de versions de démo. Parce que en fait, la démo, c'était intéressant parce qu'on avait aussi des retours des joueurs. Et donc du coup, par exemple, la démo, c'est ce qui nous a permis de créer un centre de formation dans le jeu, où le joueur en fait, peut commencer en fait, à utiliser les mécaniques de jeu pour pouvoir ensuite commencer en fait, son aventure ou jouer à plusieurs entre amis, quoi. Voilà. D'accord. Pareil, même question, hein, forcément, je suis désolé, ça c'est ma marotte Ouais, mais vas-y. iconographique, mais quelles sont tes inspirations? Est-ce que tu peux un peu nous parler des jeux, ou alors, vu que tu viens du monde de l'illustration, éventuellement des œuvres qui t'ont inspiré à la fois dans le design assez atypique, mais en même temps, voilà, qui aussi entre le mignon et un peu le grotesque de ces petits personnages? Alors après, les influences, elles sont multiples, c'est compliqué d'en donner comme ça. En fait, il se trouve que, en fait, moi au départ, j'ai commencé ma carrière dans le jeu vidéo, et je suis ensuite allé vers la bande dessinée et l'illustration, mais qui était en fait, c'est ce que je voulais faire de façon
C'était mon rêve, quoi. Voilà. Après, en fait, dans le cadre de l'illustration de la bande dessinée, en fait, on essaie de développer ce qu'on appelle des systèmes graphiques qui sont qu'on essaie de personnaliser, qu'on essaie de marquer un style. Et j'ai envie de dire que bon, bah voilà, quand j'ai commencé à dessiner, j'adorais Franquin. Voilà, adolescent, j'adorais Druillet. Et en fait, ensuite, j'ai commencé à m'intéresser à la peinture, à la photographie, voilà, à plein de choses qui n'ont pas forcément à voir avec le dessin et l'illustration. Et je dirais que la somme, en fait, de l'intérêt pour ces disciplines artistiques, en fait, on crée mon style, quoi. Voilà. Donc, moi, mon parcours, en fait, il est très chaotique parce que je suis autodidacte. J'ai pas fait une formation en jeu vidéo, j'ai pas fait une formation en illustration. Je me suis formé sur le tas, ça n'a pas été facile, parce qu'une formation, en fait, c'est un moyen d'accélérer, d'avoir accès plus rapidement, en fait, à un savoir-faire. Et donc, du coup, en fait, quand j'ai commencé chez Ubisoft, ben, j'ai rencontré plein de gens qui venaient de studios, qui travaillaient déjà dans l'illustration, enfin, qui avaient travaillé dans l'illustration, ou qui souhaitaient faire de la bande dessinée, et qui se retrouvaient dans le jeu vidéo parce que ben, ils n'avaient pas réussi encore à publier des livres ou à avoir des commandes, simplement. Et en fait, ce qui était drôle, c'est que j'arrivais à un endroit dans le jeu vidéo où beaucoup de graphistes souhaitaient faire autre chose que du jeu vidéo. Et ce qui est quand même étrange, paradoxal. Et donc, l'expérience que j'ai eue chez Ubisoft, c'était une expérience de graphiste. Et en fait, ça m'a donné un réseau qui m'a permis ensuite d'aller vers la bande dessinée et l'illustration. Voilà. D'accord. Et sur est-ce que l'idée de tout de suite faire un party game, un jeu de canapé, hein, dans le meilleur sens du terme, c'était une envie très précise tout de suite, ou alors c'était en construisant le jeu que tu t'es rendu compte que ça s'y prêtait particulièrement bien? Comment est-ce que la fondation multijoueur du jeu s'est mise en place? Alors, la question, c'est une super bonne question parce que, en fait, c'était pas ce jeu-là que je voulais faire au départ. On avait commencé en fait la production d'un premier jeu. On a dû arrêter pour des questions, on va dire, déjà économiques et des questions de personnes. Je n'étais pas super bien entouré pour le premier projet. Et finalement, on a décidé d'aller vers ce qui nous semblait être un jeu plus facile à fabriquer. Et je me suis rappelé en fait d'un jeu sur Sega Mega Drive, c'était Aladdin. Et en fait, Aladdin, il y a une aventure, et entre l'aventure, il y a des petits jeux en fait. On peut récupérer on peut récupérer, je sais plus, des diamants, enfin des vies, etc. Et en fait, il faut éviter les trucs qui tombent. Et comme j'étais un petit peu comment dire, c'était une époque en fait où l'entreprise dans laquelle on est là actuellement avait des difficultés, il fallait beaucoup travailler. Et je me suis dit, ben, les civeaux, c'est des travailleurs, et ben, on va faire un jeu où on va mettre le monde du travail en perspective dans ce jeu-là, et où il va falloir récupérer les boulons, éviter des trucs qui peuvent nous tomber sur la tête. Et en fait, on s'est rendu compte rapidement, et c'est ça c'est ce qui est intéressant dans le game design, c'est-à-dire qu'entre ce qu'on produit sur le papier et ce qu'on voit ensuite dans la réalité, eh ben, il y a un monde. Et en gros, la plupart des idées que j'avais au départ pour ce jeu, j'ai dû les revoir. Et on s'est dit, ben, en fait, ce principe-là, il peut être super à plusieurs. Et j'avais pas encore à ce moment-là l'idée de faire un party game. Je suis passé par plein d'erreurs en fait avant d'arriver à trouver un vrai angle cohérent en tout cas pour le jeu. Donc là on voit plein d'étapes de tests. Vous voyez là les boulons, on les poussait. Ça c'est tous les tests en fait de game design qu'on a fait avant. Alors on a une multitude de petites vidéos comme ça. Et au final voilà on a avec le temps en fait on a peaufiné tout ça et on a pris en compétences et du coup bon bah voilà au départ on parlait d'un brawler en fait on a fait une Paris Games Week, il y avait je sais plus c'était des journalistes qui étaient passés je sais plus lesquels et qui nous avaient dit oui c'est un brawler. Moi je savais même pas ce que c'était un brawler
Et quand on a il y a un copain qui est venu, Ulysse, qui travaillait sur un autre projet, qui s'occupait de la com et du marketing sur un autre projet, qui est venu nous donner un coup de main aussi pour le jeu. Lui, il dit non, c'est un party game. Et du coup, en fait, on a communiqué dans ce sens-là, et en fait, on a continué à développer aussi le jeu dans ce sens-là, puisqu'on a créé plein de petits niveaux qui sont des mini-jeux où l'objectif n'est pas forcément de collecter des boulons, mais d'utiliser autrement, en fait, une autre manière de jouer au même jeu, quoi. Mais avec toujours cette problématique de score et de comment dire, d'idées de travail. Ok. Alors, je sais pas si ça répond bien à la question. Non, mais tout à fait, mais elle m'en amène à une autre. Cette question du monde. Alors déjà, merci de faire un jeu fun sur le monde du travail, et c'est assez rare pour être souligné. Parce que d'habitude, franchement, c'est terrible, quoi. Mais bon, franchement, il n'y a pas de morale, il n'y a pas de message politique. À qui la fais-tu, quoi? Bon, on laissera aux joueurs. Oui, mais en fait, si tu veux, entre les niveaux dans la partie solo, t'as le pire de ce que peut produire le capitalisme sur le plan idéologique. Et à côté, en fait, tu as aussi des phrases de John Lennon, tu as des citations de René Char, j'aime bien. Mais si tu veux, toutes ces phrases-là, replacées dans le contexte du travail, sont abominables. J'imagine un directeur, un responsable de vente qui essaye de motiver ses vendeurs et qui sortirait des phrases comme ça. Là, du coup, le truc, dans le cadre du jeu, il devient comique, quoi, parce que, bon, voilà, c'est tiré par les cheveux. René Char, c'était... je crois qu'il disait l'impossible, nous ne l'atteignons pas, il nous sert de lanterne. Donc voilà, ça c'est le genre de phrases qui sortent, et en même temps, on a mis Ford qui sort des trucs abominables en termes de travail, quoi. En fait, l'homme ne vit que pour ça, quoi, pour ce genre de personnes. Donc c'est vrai qu'on le met en filigrane, mais bon, il y a un regard amusé quand tu bois la pause café, par exemple, c'est complètement public, quoi. Voilà. Celui qui boit le plus de café, il gagne c'est le meilleur employé, quoi. C'est débile. Donc c'est ça, en fait, que c'est ce truc-là sur lequel on espère séduire les joueurs. Voilà. En tout cas, moi, ça. Alors, je le dis vraiment comme un compliment ultime. Les petites cinématiques entre les niveaux et au début du jeu m'ont rappelé Oddworld avec beaucoup de tendresse. Donc, déjà, merci pour ça. C'est une très bonne référence, merci pour la référence, c'est super. mais en tout cas, voilà, moi je vous invite vraiment à télécharger la démo du jeu ou alors à acquérir le jeu en early access pour ceux qui sont intéressés. Voilà, c'est un party game avec un univers, voilà, comme tu le disais, assez déjanté, assez amusé sur le monde du travail. Et ma foi, je crois qu'il est temps. Je propose donc qu'on passe à la discussion. Je vous propose qu'on arrive un peu à cette problématique-là, puisque je le rappelle, ce soir, on est réunis également pour discuter de la question de la création et de l'acte de création vidéoludique. Alors, pour rappel, on a voulu un peu parler de ce sujet-là, puisque le constat est simple, en fait, les outils de création et de conception de jeux vidéo commencent vraiment à se démocratiser. Alors, RPG Maker doit bien avoir 40 ans maintenant, peut-être 30, c'est 86, je crois, je sais plus. Pierre-Yves doit avoir la date. Mais non. Mais en tout cas, voilà. Voilà, ça fait très longtemps qu'il y a des logiciels ou des jeux, justement, on va un peu parler de ça, qui permettent aux joueurs de devenir eux-mêmes créateurs, alors que ce soit des niveaux, ou alors des structures, ou alors créer parfois même des gameplays entiers. On pense à Dreams, qui est sorti sur Play 4, qui pousse encore plus loin cette étape-là. Et voilà, partant de ce constat-là, on va un peu interroger d'un point de vue général, alors pas que se réduire à la question de ces jeux précis et de ces cas précis comme Super Mario Maker, on va s'interroger à ce qu'engage la création de jeux vidéo, qu'est-ce que ça demande, qu'est-ce que ça requiert comme énergie, comme valeur, comme force et comme limitation aussi, quelles sont les restrictions à la création de jeux vidéo. Et on va également partir du principe, enfin en tout cas c'est notre postulat de ce soir,
eh bien que créer un jeu vidéo, ça peut être kiffant, ça peut être voilà, pénible, on y reviendra, mais ça peut être également une partie de plaisir qu'on peut prendre son pied à créer un jeu. Et donc voilà, est-ce que créer, ça n'est pas déjà un peu jouer voilà, est-ce qu'on peut s'amuser à créer un jeu vidéo? Voilà, on va un peu discuter de tout ça. Et un peu pour lancer la discussion, moi je vous propose, alors du coup là, je rappelle évidemment que Pierre-Yves du coup nous rejoint pour cette partie de l'émission, puisque Pierre-Yves écoutait bien sagement les présentations de nos deux invités donc créateurs. Et ma foi, en fait, je vais commencer par m'adresser à toi, Pierre-Yves. Qu'est-ce que tu as pensé de ces présentations dans ce qu'elles peuvent refléter d'une démarche créative? Toi qui étudies justement cette, comment dire, la création amatrice de jeux vidéo. Bon, il y avait plein de choses sur lesquelles j'ai pris des notes un petit peu, etc. Donc c'est évidemment des choses à chaque fois dès que j'entends des développeurs qui parlent de leur activité, ça peut éveiller toutes sortes de choses. Alors ce que je trouve intéressant notamment, c'est il y a au moins 2 dimensions, je pense, à relever dans ce qui a été dit. C'est la question des outils. Antoine a parlé du fait que notamment son collègue développeur avec qui il développe le jeu lui a créé en fait des outils qui, si j'ai bien compris, lui permettent aussi à lui directement après de pouvoir produire des éléments directement. C'est tout à fait ça, ouais. Voilà, sans avoir du coup à ce que toi tu n'aies à te confronter à la difficulté technique profonde de la maîtrise de la machine, quoi, si je comprends bien. Faut quand même que je prenne un peu, enfin beaucoup connaissance de ce qu'est Unity, puisque là où l'outil que Sven a fabriqué pour créer des niveaux devient vraiment très très intéressant, c'est quand il interagit avec l'animateur de Unity, c'est-à-dire la partie de Unity qui permet de gérer l'ordre des animations, comment elles apparaissent, selon quels paramètres. Donc j'ai quand même une bonne connaissance de Unity du point de vue de l'intégration des assets graphiques et des animations. Et en fait, grâce au framework que je viens de créer, je peux faire corréler en fait des animations et des mécaniques de jeu. Donc c'est aussi ça qui fait que ça devient un outil super intéressant. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui se retrouve où en fait chaque créateur de jeux vidéo doit à un moment donné, en fonction de son positionnement et puis de ses connaissances et de son rôle dans une équipe éventuellement, doit un peu se situer par rapport à des outils. Et bon, a priori, il y a des outils qui peuvent paraître plus faciles, plus simples et plus intuitifs et peut-être plus ludiques que d'autres. Tu parlais notamment des cas comme Mario Maker ou RPG Maker, parce que ce sont des outils qui sont réputés pour leur facilité d'accès. Mais cependant, par exemple, comme moi, quand tu as l'habitude de travailler sur du construct, après tu ouvres RPG Maker, tu comprends absolument rien et ça semble pas forcément évident. Donc je pense qu'il y a aussi toute une question d'intégration de ces outils-là, etc. Et du fait qu'en maîtrisant des outils, après, au bout d'un moment, tu peux créer, ou en tout cas, ouais, c'est ça, créer des éléments de jeu ou des parties de jeu sans avoir à buter systématiquement sur des problèmes techniques. Et je pense que là, bon, dans la phase d'introduction de jeu, il y a aussi toutes sortes de choses. On l'a vu tout à l'heure avec les phases de test, etc. Je pense que ça a l'air, l'expérience a l'air assez fondamentalement différente sur le moment où il faut vraiment essayer de se confronter à la technique au début pour faire un moteur global du jeu et ensuite développer les contenus. J'ai l'impression que c'est quand même des régimes différents. Donc ça, c'était vraiment sur la question des outils. Le deuxième point qui m'a interpellé, c'était notamment sur la question du premier public du jeu. On a parlé notamment des playtests et tout ça, et ça, il me semble que alors moi, j'étudie le jeu vidéo amateur, mais je prends pas amateur au sens de non professionnel ou qui ne gagne pas sa vie avec. C'est vraiment comment on crée, comment la création peut être un moyen de continuer à travailler son goût pour le jeu vidéo, un peu comme
donc la figure qu'on prend généralement, c'est l'amateur de musique ou l'amateur de vin. L'amateur de vin, ça a l'avantage d'avoir cette image un peu cliché du mec qui regarde son verre et qui a l'air de découvrir des choses et d'avoir des techniques pour éveiller son goût au vin, etc. Mais je fais un peu le parallèle comme ça avec le jeu vidéo. Il me semble que quand on crée en amateur, quand vraiment la création est un moyen pour soi-même de développer son goût pour le jeu vidéo, le créateur a tendance, en tout cas c'était les résultats de ma recherche, c'était que le créateur avait tendance à se positionner comme étant le premier, voire principal, voire unique public. Et donc il y a des tas de gens qui font leur jeu pour eux-mêmes. Évidemment là j'ai entendu qu'on est dans deux cas soit de professionnel, soit de professionnalisation, etc. C'est-à-dire que le premier public est un public extérieur à soi-même, chez qui on va aller chercher des retours, un regard, à qui on va essayer de plaire, ce qui est tout à fait normal et légitime quand on essaie de vivre de cette activité. Donc j'ai l'impression que voilà, c'est des choses qui sont assez différentes. Est-ce qu'on crée à un moment donné un jeu pour pouvoir avoir le plaisir d'y jouer soi-même, pour continuer à développer son goût pour le jeu, ou est-ce qu'on crée un jeu à destination d'autres personnes et se fier à leur goût à eux et mettre ses propres préférences un peu en retrait? Voilà ce que je pourrais dire tout de suite. Et du coup, comment est-ce que ça s'intègre dans vos parcours? Est-ce que vous aussi, vous êtes découvert œnologue de quelques spécificités ludiques qui vous ont mis sur la piste dans l'idée de creuser certains éléments de jeu? Je pense notamment Pierre-Yves va ouvrir forcément, mais au bloc à pousser d'Antoine, donc dans Monsieur Paf. Est-ce que tu peux un peu nous parler de ta relation amoureuse avec cette mécanique de jeu? C'est pas tant une relation amoureuse à cette mécanique de jeu spécifique que le désir d'avoir un univers de jeu qui va s'approcher à la fois de Uncharted et Tomb Raider et de Zelda. Et donc du coup, axer la partie énigme de ces jeux, c'est vraiment donné où il y a des énigmes, en faire le gameplay principal. Pour revenir sur cette idée que en commençant à aller regarder ce qui se passe dans un jeu vidéo, à ouvrir le capot et à voir comment sont faites les mécaniques de jeu, on apprécie plus les jeux. Il y a deux réponses. Il y a oui, effectivement, on va vraiment apprécier des mécaniques de jeu qui sont particulièrement bien faites dans le level design, dans les trucs. Mais à l'inverse, on va devenir excessivement, enfin pas excessivement critique, mais on va toujours avoir un œil critique sur les jeux qu'on regarde. Et ça va devenir un réflexe. Enfin, je sais pas pour toi, Laurent, mais en tout cas, moi, chaque fois que je joue à un jeu vidéo, je peux pas m'empêcher d'embêter mes amis qui jouent avec moi et de leur dire: ah, mais c'est pas possible qu'ils aient pas optimisé ça, c'est complètement débile. Pourquoi ce jeu pèse 100 gigas? C'est pas possible. Et donc, ça peut être un peu lourdingue. C'est un peu un réflexe qui se fait comme ça, mais c'est à peu près le même réflexe que quand on se met à faire de la bande dessinée et qu'on lit plus les bandes dessinées de la même manière, ou quand on se met à faire de l'animation et qu'on regarde plus les dessins animés de la même manière. Donc, de ce point de vue-là, je sais pas ce que tu en penses, Laurent. En fait, alors moi je joue pas beaucoup. Je regarde le jeu vidéo, évidemment, j'essaie de me tenir au courant. Mais effectivement, le regard critique, il fait partie en fait du processus créatif. Si on n'a pas le sens critique, comment on peut être critique avec sa propre approche vidéoludique? Le sens critique, c'est quelque chose de précieux. Après, évidemment, il ne faut pas tout rejeter en bloc, etc. Alors, oui, on peut être excessif, et je pense que je peux l'être autant que Antoine, c'est certain. Mais voilà, pour répondre à la question de départ, évidemment, moi au départ, je ne pense pas aux joueurs. Alors, dans un doc de game design, on dira toujours oui, alors le jeu, pour qui
pour quelle plateforme, quel type de joueur, quel genre de jeu. Enfin, on va poser tout plein de questions qui sont assez chiantes en fait pour commencer à créer un jeu. D'abord, je me pose la question de ce que je veux faire en tant que créateur. Ça, c'est le premier point. Et je me pose aussi la question de pourquoi en fait faire un jeu vidéo. C'est quoi en fait le jeu vidéo du point de vue de la création? C'est finalement en fait d'une certaine manière, c'est une sorte de reflet de l'existence, sorte de miroir, sorte de métaphore en fait de la réalité. Et comment en fait dans ça je vais pouvoir transcender une idée ou essayer enfin en tout cas d'amener un univers, un concept. Et évidemment, il faut que ce concept il me plaise. Après, pour Sibos en particulier, j'aurais préféré faire un plus grand jeu, beaucoup plus spectaculaire, avec des grandes images, etc. Mais le processus de création, à un moment, il se confond à la dimension économique. Et c'est là, en fait, où les choses se compliquent et où les contraintes qu'on s'est fixées deviennent pas toujours en fait agréables à supporter au quotidien durant le processus d'une production. Donc, je ne sais pas si je m'éloigne en fait de la question de départ. Justement, je propose qu'on s'intéresse un peu à ces limites, justement, c'est-à-dire ce désir de créer un jeu pour soi et de créer un jeu, voilà, comme tu disais, peut-être pour le joueur, mais en tout cas d'abord de créer un jeu pour soi. Mais alors du coup, quelles sont les limites? Mais je précise juste avant de vous laisser la parole que voilà, vous êtes également invité, vous qui nous suivez, à poser vos questions dans le chat, que ce soit sur Facebook ou sur Twitch. J'ai vu une question de John Rock, j'espère que j'écorche pas ton prénom. Pensez-vous que les Japonais ont repris le dessus? J'ai pas tout à fait compris, donc si tu peux repréciser ta question, on y répondra. Mais voilà, n'hésitez pas en tout cas à poser vos questions dans le chat. On est là pour ça. Nos invités y répondront avec plaisir. Donc voilà, en effet, Laurent, je pense qu'on peut parler des limitations. Alors, limitations techniques, certes, avec la question de la création des outils techniques, parce que ça, c'est quelque chose en fait qui frappe dès lors qu'on veut créer un jeu. Je veux dire, faire un film aujourd'hui avec une caméra, c'est très très simple. Il suffit d'avoir un iPhone ou n'importe quel bidule qui filme. Voilà, il y a des médias qui sont accessibles presque par essence, alors que le jeu vidéo, il y a quand même une barrière technique. Alors, est-ce que vous pouvez un peu nous parler de ces barrières techniques et est-ce que selon vous, leur démocratisation, que ce soit donc, comme je l'évoquais, par des jeux comme Super Mario Maker ou alors comme, voilà, il y en a une tonne, RPG Maker, ce genre de choses, ou Dreams, est-ce que c'est cette accessibilité des dispositifs techniques est-elle vraiment une aubaine pour la création en fait? Est-ce que voilà, vous pouvez un peu nous parler de votre rapport à cette démocratisation des outils-là? Est-ce que vous y êtes déjà passé en fait? Est-ce que Laurent et Antoine, et puis je pose aussi la question à Pierre-Yves parce que je sais que tu as une pratique également de création, est-ce que voilà, vous pouvez un peu nous parler justement de ces outils-là? Est-ce que vous y êtes déjà passé en fait avant de vous mettre à Unity ou à d'autres outils plus importants? Unity est déjà un outil démocratisé en fait en soi. C'est quelque chose de. Alors il faut encore pour s'y mettre tout seul, il faut encore avoir des compétences un peu de développeur, mais essentiellement savoir connecter des scripts entre eux, on n'est plus à retaper tout un tas de lignes de code, et il y a énormément d'accès à des assets déjà tout faits sur Internet, et il y a une communauté en fait d'entraide qui est énorme. Donc l'outil en soi est déjà démocratisé. Après, pour ce qui est des jeux vidéo qui permettent de faire des mécaniques de jeu, enfin des level design en fait pour être précis, comme Mario Maker ou ce genre de choses, ça m'intéresse pas forcément personnellement. J'ai un peu testé dans le dernier remake de Zelda, Link Awakening, où on peut construire des petits niveaux sur la base de dalles qu'on va récupérer dans les différents donjons. J'ai trouvé la manière de l'approche vraiment très chouette, de se dire on va explorer un donjon, et de l'expérience de ce donjon,
on va récupérer un savoir sur la manière de construire les donjons. Je trouve ça super, enfin, je trouve ça vraiment super de ce que ça peut donner comme idée pédagogique et d'idées de construction d'espace. Après, moi, c'est pas un truc qui m'a super éclaté dans le jeu. J'en ai fait quelques-uns, mais je suis pas allé beaucoup plus loin, quoi. Peut-être parce que tout simplement, j'ai déjà un outil de construction qui est très pratique et qui va très vite, et que je peux y mettre les images que je veux dessus et les animations que je veux dessus. Ouais, moi, ça me réjouit, ces trucs Mario Maker, même Minecraft, finalement, au final, a été une première porte ouverte, hein, de ce point de vue-là, à la création de jeux, parce que il n'y a rien de mieux pour un médium que le fait qu'il entre dans les mains d'un maximum de gens, plutôt que de s'asphyxier autour de techniciens et de puristes, quoi. C'est vrai que je l'ai oublié dans mon petit descriptif tout à l'heure, mais c'est vrai que Minecraft a ouvert la voie à toute une génération au code et même à l'électronique avec son système de redstone. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui a aussi ouvert une brèche pour des calculateurs et même des systèmes d'affichage dans Minecraft, comme tu l'évoques. Après, si je peux faire mon universitaire une seconde et juste faire un espèce de point un peu de perspective historique. Ce qui est intéressant, c'est de montrer. Je vais essayer de ne pas faire le monologue trop long, puis tu me coupes si jamais je dérape. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que Space War, par exemple, le premier jeu vidéo du MIT, c'est le début des années 60. Et juste quelques années après, tu vois, à Dartmouth, tu as l'invention du langage BASIC, qui est un langage de programmation spécifiquement destiné aux beginners, puisque le B de BASIC, c'est un beginners. Et en fait, tu vas retrouver ça à toutes les étapes jusqu'à aujourd'hui. Il va y avoir tout le temps, en fait, c'est propre à l'informatique, en fait, c'est de réussir à avoir des machines qu'on peut contrôler, etc., mais à développer des interfaces sur des interfaces sur des interfaces qui vont à chaque fois devoir jongler entre deux choses importantes. D'une part, le fait de rendre accessible et plus simplifier les interfaces. Donc, n'importe quel langage de programmation déjà te simplifie à fond la tâche. Si tu devais coder en binaire, par exemple, ou en langage machine, voilà. D'ailleurs, il y en a qui continuent de le coder en langage machine pour le fun, notamment sur plusieurs scènes homebrew. Et donc ça, c'est le premier pôle, c'est la facilitation. Et le deuxième pôle, c'est la maîtrise, c'est-à-dire comment est-ce que je fais un outil qui est à la fois simplifié et à la fois qui permette une création personnalisée, etc. Par exemple, RPG Maker est souvent décrié parce que les créations de RPG Maker semblent trop vite se ressembler ou en tout cas identifiables comme étant ayant été fait avec ce moteur-là. En réalité, il y en a certains qui arrivent à le détourner pour faire en sorte de créer de nouvelles choses. Et donc, en fait, tu vas retrouver tout au long de l'histoire les premiers level designers qui sont en fait finalement très proches sur le plan formel de Mario Maker. Tu vas en retrouver à partir du tout début des années 80 avec Pinball Construction Set qui te permet de créer ton propre jeu de flipper sur ordinateur. Tu vas avoir Penetrator sur Spectrum qui te permet de faire ton propre niveau dans un shooter en 2D. Tu vas avoir Load Runner sur NES. D'ailleurs, on n'a pas tellement eu accès, nous, à toute une série de pratiques japonaises sur la NES. Mais en fait, au Japon, il y avait un système pour sauvegarder certaines créations de niveaux sur certains jeux pour pouvoir après aller y jouer chez tes amis sur Excitebike, sur Load Runner, sur Working Crew, par exemple. Donc ça, c'est au tout début des années 80. Dès le début des années 90, tu as le développement et la flambée du modding avec l'arrivée de Doom qui ouvre un nouveau champ. Dès que les émulateurs des générations 16 bits tournent bien sur ordinateur, tu vas avoir tout ce qui est ROM hacking avec les gens qui vont pouvoir modifier des jeux existants pour créer les leurs et donc s'en servir en fait et créer leurs propres outils dedans. Et ce qui est intéressant, c'est que mais ça c'est toujours avec le jeu vidéo, on a l'impression que y a quelque chose de nouveau qui émerge, etc. Et en fait, c'est un espèce de vague historique qui revient comme ça perpétuellement. Dreams, par exemple, a l'air de vraiment
porter cette facilitation de la création, mais à la nouvelle, avec la réalité virtuelle, puisque ça s'utilise, à mon sens, surtout avec le casque et les baguettes magiques, je sais pas comment ça s'appelle. Et tu vas avoir comme ça à chaque fois toutes des choses qui à chaque fois essayent de jongler différemment entre comment est-ce que je fais pour faciliter la création et comment est-ce que je fais pour permettre de créer quelque chose de personnalisé, parce que c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que Mario Maker, tu vas vraiment pouvoir t'éclater là-dessus, et puis les gens vont avoir beaucoup d'imagination pour sortir même des codes de Mario et créer des trucs très originaux, etc. Mais au bout d'un moment, j'imagine que si ton but dans la vie, c'est vraiment de créer des jeux, tu vas avoir besoin d'un outil qui soit peut-être un peu moins facile, mais un peu plus personnalisable. Et puis alors, tu peux descendre comme ça les couches au fur et à mesure. Voilà. D'accord. Cette question du fan game, cette question du remake, je crois qu'elle est assez importante, même si on pourrait croire qu'elle est un peu à la périphérie de ce débat sur la création. Mais je crois qu'elle révèle quand même quelque chose. C'est un idéal, en fait, un idéal d'une création pure. Comme tu le disais, en fait, le remake, c'est-à-dire qu'on va modifier un jeu qu'on aime déjà, en fait. Et donc, le remake ou le modding est toujours lié à une relation d'affection, en fait, envers un objet, envers un jeu. On souhaite modifier quelque chose vraiment à son goût, par-delà même les limitations, du coup, légales, qui fait que Nintendo vient et fait mon dému, RIP. Donc voilà, on est dans des considérations, voilà, qui relèvent d'un idéal de création pure. Et je voulais un peu savoir, voilà, est-ce que, comment dire, où est-ce que vous vous situez en tant que créateur vis-à-vis de ces restrictions-là, en fait, c'est-à-dire de ces restrictions presque légales, c'est-à-dire la volonté d'avoir la volonté d'accorder son goût prononcé pour comment dire, un désir de créer quelque chose, mais qui soit empêché, en fait. Ça crée une frustration, et je voulais un peu que vous commentiez simplement cette frustration-là, en fait, dans la pratique du jeu vidéo. C'est-à-dire, vous avez une idée de jeu, vous ne pouvez pas la réaliser pour des soucis techniques, pour des soucis légaux, pour des soucis économiques, en effet, puisque il faut bien vendre un jeu si on se professionnalise. Et voilà, je voulais savoir un peu comment vous comment dire, vous dirigez, vous canalisez cette frustration éventuelle face à cette difficulté de jeu, et comment est-ce que cette frustration voilà, contrarie cet idéal de création. Je ne sais pas si j'ai été extrêmement clair, mais j'ai essayé. Ouais, tu parles de frustration. Moi, je la contourne. Il y a un truc qui est assez fascinant et assez réjouissant avec le jeu vidéo, c'est le fait de pouvoir bidouiller. On parle de moteur de jeu, mais c'est vraiment un moteur, c'est-à-dire qu'on a accès à tout un tas de petits trucs pour réussir à contourner le problème, quoi. Surtout en plus quand on est illustrateur, qu'on a l'habitude d'essayer de bluffer un peu au niveau de ces images pour faire croire que c'est telle ou telle chose. C'est à peu près le même principe dans le jeu vidéo, surtout si on s'amuse avec la 2D et que on joue avec des calques de superposition en faisant croire que c'est de la 3D, alors qu'en fait c'est que de la 2D. Par exemple, concrètement, je veux dire, Monsieur Paf, on simule de la 3D dans un espace 2D. Parce que nos mécaniques de jeu en 2D ne pouvaient pas aller trop loin, parce qu'on perdait une troisième dimension en fait en termes de gameplay, et que là on l'a rajouté. Alors l'algorithme de Sven fait beaucoup de choses qui permettent ça, mais c'était aussi ce désir-là de contourner le problème. Il y a toujours une solution. Je pense que c'est pas tellement la frustration qui est dangereuse dans la création de jeux vidéo, c'est justement l'absence de frustration. C'est si on part comme base, si on prend comme base le fait qu'on a l'infinité des possibilités, enfin en tout cas moi pour ce qui est de mon cas, si je peux faire ce que je veux, si j'ai pas de contraintes, je vais vraiment pas réussir à démarrer mon projet. Donc au contraire, les contraintes fournissent une motivation à essayer de gruger les choses pour créer des mécaniques de jeu intéressantes ou des level design intéressants. Est-ce que tu partages un peu ce constat, Laurent, sur la question des limitations
Moi, je rejoins ce que dit Antoine. En fait, la contrainte, c'est quelque chose de stimulant au niveau créatif. Le fait de pouvoir contourner en fait un système pour l'amener où on a envie qu'il aille. Nous, quand on a commencé Sibos, Unity, il y avait pas encore de version 2D quoi, pour faire de la 2D. Quoi. Il fallait tordre un peu le cou au logiciel avant de commencer pour pouvoir en fait, arriver à ce qu'on souhaitait. Moi, ce qui me frustre plus en fait par rapport aux outils, parce qu'on en parlait en off avant l'émission, moi, les outils, c'est un truc qui m'agace parce que, en fait, c'est des promesses qui ne sont pas tenues. Quand je vois, par exemple, la dernière vidéo d'Unreal, ça m'énerve. C'est fake, ce truc-là. Je ne sais pas qui peut faire des jeux vidéo comme ça. On n'a qu'à regarder Red Dead Redemption. Red Dead Redemption, c'est 200 millions de dollars, ou plus, je ne sais plus. Enfin, c'est des millions de dollars. Et en fait, Unreal montre une vidéo qui est encore un cran au-dessus, je trouve, en termes de rendu. Il n'y a plus de polygones, c'est des points. Enfin, on peut faire on peut importer directement des statues qui ont été faites dans ZBrush, qui ont 5 millions de polygones, et ça tourne. Et en fait, ce qui m'embête avec les outils, c'est que c'est des promesses qui ne sont pas tenues. Nous, Unity, ils nous ont vendu la possibilité de faire du online. Ça ne marche pas. Ça ne marche absolument. On s'est renseigné, il y a 4 mecs en fait qui travaillent sur la partie online chez Unity. Et finalement, ils ont fait des promesses, ils n'ont pas tenu. À un moment, ils ont arrêté de développer le truc. Et en fait, ce sont d'autres développeurs qui ont pris le relais et qui ont mis des correctifs en ligne qui permettaient en fait de pouvoir faire en sorte que le jeu puisse tourner. Et c'est ça qui m'intéresse avec les outils. Il y a un très bon livre qui s'appelle du sang, des larmes et des pixels, que j'invite tout le monde à lire. Et il y a une petite phrase en fait que je trouve tout à fait, qui illustre bien en fait la frustration d'un développeur, d'un créateur de jeu, d'une équipe. C'est que finalement, c'est toujours on fait un pas en avant et on fait 3 en arrière. Ce qui marchait un jour ne fonctionne plus le lendemain. Également, il y a cette petite phrase que je trouve fabuleuse qui dit que le jeu vidéo, c'est comme si on demandait à un architecte de construire un immeuble pendant un tremblement de terre. Et je trouve qu'elle résume bien en fait. Alors c'est une phrase que je sors de temps en temps, mais je trouve qu'elle résume bien en fait la problématique du jeu vidéo. Tout est instable. Nous, pour que les correctifs sur le online fonctionnent, on a 3 mois avant l'early access une mise à jour de l'Unity pour que ça fonctionne. C'est une catastrophe ça en termes de développement. Pourquoi? Parce que tout ce qui marchait, potentiellement, peut se retrouver buggé parce que la nouvelle version proposera en fait de nouveaux systèmes qui rentreront en conflit avec ceux qui sont déjà mis en place. Et la frustration, en fait, pour moi, dans le jeu vidéo, elle se situe vraiment à cet endroit-là. L'outil, c'est un moyen. Un peintre, un dessinateur, Antoine, il a comme moi, il doit avoir une trousse avec plein de stylos. Il y en a qui l'aiment, il y en a qui l'adorent, il y en a qui détestent, mais il a plein de matériel. Et dans le jeu vidéo, le logiciel, alors évidemment, la technologie, c'est complètement imbriqué dans ce système de création, mais le logiciel est un outil. Après, évidemment, le plus compliqué, c'est de trouver le plus performant et celui qui ne nous raconte pas en fait des histoires, quoi. Et donc voilà mon point de vue en fait sur la question. D'accord. Et justement dans la construction d'un jeu, il y a forcément, voilà, comme tu le dis, alors une fois l'outil choisi en fait et que la direction est à peu près prise, du coup il faut ajouter des fonctionnalités au jeu en fait. Et du coup j'avais envie un peu de vous interroger sur la question du trope. La question du cliché, ou en tout cas de la mécanique de jeu, du gimmick plutôt, voilà, cliché c'est pas le bon mot, du gimmick. Mais je crois que je vais utiliser mon joker Pierre-Yves qui va peut-être en profiter pour nous expliquer ce qu'est un ludem. Voilà, comment est-ce que vous avez pu
une fois que la fonctionnalité, alors c'est-à-dire une fois que l'outil est choisi et que vous avez une idée de jeu, comment est-ce que vous choisissez des fonctionnalités et comment est-ce que vous arrivez à créer dans cet espace-là? Mais juste avant de peut-être préciser ma question, c'est vrai que Pierre-Yves, j'aimerais bien un peu que tu nous parles de ce que toi tu appelles donc l'UDEM, donc des unités de jeu qu'on travaille en fait en tant que créateur, si je comprends bien. Ouais, en fait, donc ça, c'est quelque chose que, en fait, pour ma thèse, j'ai fait des entretiens avec des créateurs amateurs, et donc je m'interrogeais sur principalement ce passage du jeu à la création. Et quelque chose qui m'a fortement interpellé tout le temps, c'était le fait que ce qui revenait, c'était beaucoup des attachements à des petites parties de jeu, à des petits éléments. Et du coup, je prends comme exemple dans la thèse l'exemple d'un fan game de Zelda qui va réutiliser alors au début, c'est un fan game et puis c'est en train de devenir autre chose d'ailleurs, mais qui va faire référence au bloc à pousser typique de Zelda, qui va d'abord avoir tout un travail pour reproduire ce truc-là dans son engine qu'il est en train de créer en C++ lui-même, etc. Et donc, en fait, où il rejoue au Zelda classique, l'auteur rejoue au Zelda classique pour décortiquer cet objet, comprendre son fonctionnement, ses mécaniques, comment est-ce qu'il s'intègre dans un ensemble plus large, combien de millisecondes il faut attendre entre le moment où tu appuies sur le bouton et le moment où il faut vraiment que le bloc se pousse pour que tu aies vraiment la sensation de pousser le bloc et ce genre de trucs. En fait, ça, c'est quelque chose que je retrouvais après dans d'autres entretiens qui étaient généralisables, c'est-à-dire quelqu'un qui disait « Moi, j'adore les jeux de plateforme dans lesquels il y a un grappin. Je voudrais faire un jeu de plateforme dans lequel il y a un grappin depuis le début. » Et puis, tu peux vraiment utiliser, aller au bout de cette mécanique-là, aller plus loin, voilà, la développer, etc. Et donc, du coup, en fait, de là, se sont développés deux définitions ou deux parties de définition de ce qu'on appelle les Ludem au Liège Game Lab. Donc, d'un côté, il y a une définition vraiment plus formelle, c'est-à-dire en fait qui a été pour le coup plus définie par Damien Hansen, qui a fait un master en linguistique et qui en fait là pour le coup, donc il s'est inspiré de tout ce qui est morphème en fait en linguistique, donc c'est les unités minimales de langage. Et là, pour aller à la recherche des unités minimales de jeu, donc en fait, c'est des contractions d'image, de son et de mécanique de jeu. Bon, en gros, je pense que le concept, il est surtout utile pour les sciences du jeu, en fait, parce que pour le coup, c'est une manière de revenir à une description du jeu en situation et à définir ce qu'est un jeu depuis sa matérialité, c'est-à-dire un ensemble de petits éléments qui interagissent les uns avec les autres, etc. C'est-à-dire renverser un peu la définition habituelle du jeu en sciences du jeu, c'est-à-dire des règles, un but, voilà, la recherche de grands traits transversaux à l'ensemble des jeux vidéo, mais qui perdent un peu le côté, la matérialité de ce qu'est un jeu, c'est-à-dire des éléments avec lesquels tu interagis, mais qui interagissent aussi entre eux, et ainsi de suite. Et donc, le deuxième point de définition, c'est que ces petits éléments-là sont souvent des éléments d'attachement. Le Ludem, c'est ce que j'appelle la prise minimale sur le goût pour le jeu aussi. C'est-à-dire que tu peux... t'es pas nécessairement fan de Zelda, mais tu peux être fan de cette mécanique-là. Tu peux t'attacher à cette mécanique-là, d'avoir à pousser des blocs pour résoudre des énigmes, etc. Puis on l'a vu notamment avec le premier jeu présenté ce soir. Ça peut être des choses qui reviennent. Il y a une inspiration à la Sokoban aussi qui est mélangée à tout ça. Enfin, il y a des historiques de ce que tu appelles donc des tropes dans l'histoire du jeu vidéo, des éléments qui reviennent comme ça. Et j'ai oublié ta question, donc je ne sais plus comment orienter la fin de ma réponse. Bah, justement, du coup, je vais revenir à la question un peu générale. Merci du coup pour la définition d'AULM. Mais alors, justement, ma question est portée sur, une fois l'outil choisi,
une fois le contexte de création établi, comment est-ce que justement on manipule ces ludem en tant que créateur? Comment est-ce que justement on travaille un peu ces différentes fonctionnalités? Alors du coup, d'un point de vue très technique sur l'implémentation voilà, de systèmes de jeu, de sous-systèmes de jeu, la mécanique de saut, la mécanique de collectible, la sauvegarde, enfin toutes ces choses-là. Et est-ce que, du coup, j'arrive à la notion de plaisir hein, de créer, est-ce qu'il y a un plaisir à expérimenter, à jouer avec l'outil pour voilà, affiner sa création et pour la polir dans le sens qu'on veut? Est-ce qu'on prend son pied en fait, à jouer avec ces sous-systèmes de création? Là, je sais plus si la question s'adresse à moi ou à quelqu'un d'autre. À tout le monde, du coup, à tout le monde. C'était pour revenir à l'ensemble des créateurs. Mais Dans mon cas, et pour très spécifiquement Monsieur Paf, oui, clairement. D'ailleurs, en vérité, c'est le seul moment où je m'amuse à Monsieur Paf. Puisque moi, quand je joue à Monsieur Paf, quand je fais les playtests pour voir pour faire un speedrun, pour voir si j'arrive jusqu'à la fin du jeu sans qu'il y ait de bugs, je m'amuse pas, je les connais les énigmes. C'est moi qui les ai faites. Donc au final, moi, le jeu Monsieur Paf ne m'amuse pas du tout. Par contre, faire les énigmes, essayer de piéger le joueur, essayer de le surprendre, essayer de jouer avec ses habitudes et les habitudes que je lui ai enseignées dans les trucs précédents pour les contrecarrer, ça, effectivement, c'est là qu'elle éclate, c'est là que je m'amuse effectivement le plus. Et en plus, a fortiori, à partir du moment où je maîtrise complètement les outils que j'ai en main depuis 1 an ou 2, là, vraiment, enfin, je veux dire, je suis en train de finir le jeu, enfin, il ne me reste plus vraiment qu'à faire des effets spéciaux à droite à gauche, mais concrètement, c'est un vrai plaisir à chaque fois de me retrouver sur ce projet de jeu parce que je le connais super bien, je le maîtrise super bien, je maîtrise tous les outils, et effectivement, créer des level design là-dedans, c'est vraiment super amusant. Avec en plus le côté exploration des capacités, des outils, de l'outil que Sven nous a créé. Parce que il l'a créé avec ces trucs en tête, mais au final, il est très solide sur les bases, mais très ouvert pour expérimenter pas mal de choses, ce qui fait que je m'amuse beaucoup à expérimenter des situations qu'on n'avait pas prévues dans les gameplays de base de Monsieur Paf. Et quand ça fonctionne, je suis super content. Je fais, ça fonctionne si je fais ça, ça fonctionne si je fais ça, ça fonctionne si je le rajoute à une animation. L'animation devient un récepteur, ce genre de truc. Et donc du coup, là, je suis vraiment dans une phase d'exploration où j'explore l'outil de manière vraiment ludique, parce qu'en plus, j'ai une finalité applicative. J'ai une finalité où je peux le mettre en jeu, je peux le transformer en jeu. Mais c'est spécifique à Monsieur Paf, c'est spécifique au jeu d'énigmes. Je pense que quand je ferai un autre jeu d'énigmes, ça sera toujours aussi amusant. Par contre, là, mon objectif pour mon prochain jeu, c'est de faire un jeu où je m'amuse quand j'y joue. Et donc là, on rentre dans une autre logique où je dois réfléchir la base très solide. Enfin, je n'y réfléchis pas tout seul, pour le coup, je suis avec Thibaut et Guillaume qui m'ont rejoint cette année à Ernestine. On réfléchit à une base très solide de manière à ce que les possibilités soient multiples pour les joueurs. Et pas qu'il y ait une solution définitive qu'il doit trouver, mais plusieurs, un espèce de chaos dans lequel on met avec des règles qu'on définit, et il doit sortir de ce chaos-là. Et donc du coup, le but, c'est que nous-mêmes, après, quand on playtest le jeu, certes, on regarde s'il y a des bugs, mais qu'on s'amuse aussi, et que je puisse en fait m'amuser avec mes copains au jeu que j'ai créé. Ce qui n'est pas le cas de Monsieur Paf. D'accord, j'ai une question un peu qui fait écho à ça, du coup, sur le plaisir du jeu, on va dire immédiat, le core gameplay satisfaisant. Et du coup, j'ai une question un peu plus précise pour toi, Laurent. Donc dans Sibos, on récupère des petits rouages, des petits engrenages, voilà, qu'il faut collecter. Alors ces rouages pleuvent, sortent de geysers, de grottes. Enfin voilà, il faut les collectionner. Il y en a dans tous les sens. Et alors du coup, je voulais t'interroger justement parce qu'en tant que joueur, c'est un plaisir de les collecter. Il y a plein de petits feedbacks et puis on est vraiment amené dans quelque chose de très primal, de très ludique, à vraiment récupérer ces petits rouages. Et du coup, simplement, je voulais savoir comment est-ce que toi, tu as travaillé à la fois le design des rouages, est-ce qu'il y a le son quand on les collecte, est-ce que leur apparition, comment est-ce que tu as
pour reprendre voilà, la théorie que vient d'évoquer Pierre-Yves, comment est-ce que tu affines ce ludem, quoi, du rouage et du collectible voilà, comment est-ce que tu as travaillé cette matière-là? Alors, en fait, moi, j'ai calqué simplement les techniques en fait, de scénarisation, les mécaniques de scénarisation. C'est-à-dire que là, on voit, en fait, c'est super, là, en fait, nous, on est passé par le dessin, on a créé des briques en fait, de jeu, des briques de situations de jeu qui durent quelques secondes. Et en fait, ces briques, c'est comme un Lego, en fait, qu'on va, qu'on va agencer de la façon la plus audacieuse, mais en essayant de mesurer le niveau de frustration du joueur et aussi son plaisir. C'est-à-dire que à quel moment en fait on va et donc en fait tout ça implique une courbe de difficulté. Alors je tiens à préciser que évidemment moi je suis pas comme Antoine, j'ai pas les mains dans le logiciel, enfin si pour Photoshop, pour tout ce qui touche au dessin. J'ai la chance de travailler avec deux personnes qui s'occupent en fait du level design et aussi du code. Alors c'est Yvan Debras et Julien Fischer qui sont devenus des super copains. Et donc en fait, moi je fixe un cadre et dans ce cadre en fait je me dis voilà quel type de dynamique on peut obtenir puisque le décor est aussi en mouvement. Et en fait après c'est on va scénariser, on va storyboarder en fait toute la scène de jeu, parce que nous en fait on a des scènes fixes, c'est ça qui est compliqué, c'est-à-dire que c'est pas un décor en mouvement, tous les événements en fait vont se passer dans la scène, dans la même scène, et donc ça demande en fait un timing qui est très spécifique entre chaque moment où voilà, on va voir apparaître des événements, un boulon, un pouvoir, un objet qui peut te cramer, un autre qui peut t'écraser, un robot qui peut arriver et créer en fait comment dire une difficulté supplémentaire. Et donc voilà, on passe par le storyboard et ça permet en fait d'ajuster tout ça, quoi. Après, ça a été très compliqué pour nous pour la partie solo parce que évidemment il faut arriver à faire en sorte qu'il y ait un intérêt quand le joueur est seul. Donc ça passe aussi par des petits personnages. Alors c'est pas des IA, c'est des personnages qui ont un comportement, qui vont se balader à certains endroits dans le décor et qui vont donner l'impression en fait au joueur qu'il n'est pas tout seul. Et en fait tout ça c'est qu'un travail d'illusion, mais quand je scénarisais en fait certains levels, parce que je les ai pas tous faits, hein, il y en a qui ont été faits complètement par d'autres, notamment Yvan et Julien. Moi, je passais vraiment par le dessin et j'essayais en fait de mettre à la place du joueur par rapport à ce qu'il souhaitait faire. Et ça, c'est assez grisant. Mais beaucoup moins, c'est effectivement en fait quand il faut mettre en place tout ça et faire en sorte que on trouve une sorte d'équilibre dans lequel le joueur va s'y retrouver complètement et va vivre en fait les émotions qu'on a imaginées. Alors, Antoine le disait tout à l'heure, les salons, pour le game designer et le level designer, c'est extrêmement précieux parce qu'on voit le comportement du joueur à ce moment-là. Et c'est pas un truc qu'on peut penser que sur le papier, que sur le logiciel. Il faut le constater ensuite en présentiel. C'est-à-dire que nous, on était à la Paris Games Week, alors on a eu à peu près 2000 joueurs qui ont testé. On a fait 2015 et 2016, donc on a eu à peu près 2000 joueurs qui sont passés sur notre stand. Et en fait, ça a été extrêmement précieux parce que ça nous a permis en fait de compléter en fait ces petits détails qui font que l'expérience de jeu soit complète, quoi. Voilà. D'accord. Du coup, ouais, c'est un travail de création. Du coup, comme tu disais, j'aime bien c'est de l'orfèvrerie en fait, vraiment sur l'établissement des tableaux. Mais je trouve que dans ton jeu, justement, ça se ressent particulièrement en fait ce soin apporté au tableau. Où, en fait, dans chaque tableau, vraiment, c'est ça. Il y a des obstacles naturels
du coup, en fait, qui montre le travail passé à établir proprement ces niveaux. Alors du coup, l'heure tourne. Je vais poser ma dernière question, mais alors du coup, si dans le chat vous en avez, c'est le moment, on les passera juste après en vitesse. Et là, alors là, je suis désolé, hein, forcément, c'est l'heure de la question philo. Donc j'ai mes notes. Parce que en fait, j'ai envie de vous interroger un peu sur on va dire la nature presque anthropologique du jeu. Et de son rapport à la création. Alors, pour ça, j'aurais bien voulu faire ma meilleure imitation d'un philosophe que j'aime beaucoup, mais j'aurais dû commencer à fumer beaucoup plus tôt. Et puis, j'aurais dû avoir des ongles de 10 cm. Je vais vous parler de Gilles Deleuze. Donc, en fait, Gilles Deleuze, c'est un philosophe. Et en 1987, en fait, il donne une conférence à la FEMIS, hein, une haute école donc, de cinéma, qui s'intitule L'acte de création. Alors, pourquoi je vous en parle ? Simplement parce que c'est un peu ce qui a déterminé ma manière d'envisager cette discussion, parce que je trouve qu'il dit quelque chose d'assez assez pertinent sur ce que c'est que l'acte de création, ce que ça engage philosophiquement, voilà, sur de ce que la création engage de l'humain. Et donc voilà, Deleuze part dans une explication d'abord sur ce qu'est la communication. Je donne un peu d'éléments de contexte et vous verrez, la question arrive derrière. Deleuze explique ce qu'est la communication. Alors pour lui, la communication, alors au sens de publicité, au sens de management, au sens de toutes ces choses-là, en fait, voilà, on est dans les années 80, il y a toutes ces nouvelles notions de com qui arrivent. Et pour lui, en fait, la communication, c'est de la transmission d'informations. Mais lui, il interprète ça, c'est son point de vue de philosophe, comme une suite de mots d'ordre. C'est-à-dire qu'il va y avoir les communiqués de presse, les communiqués de police. Donc, voilà, on nous communique de l'information et il dit ce que nous sommes tenus de croire. Donc, l'information, c'est du contrôle, selon lui. Hein. C'est son point de vue. L'information, c'est du contrôle. L'information et la communication, c'est un cadre donné à l'ordre sensible, si vous voulez, l'ordre intelligible. Et là où je veux en venir, c'est que la chose qui résiste à cette communication, à cet nouvel empire du tout lisible, si vous voulez, du tout compréhensible, c'est l'art. L'art, c'est quelque chose qui résiste, c'est une sorte de contre-information, parce que c'est un point de vue subjectif dans le monde, et c'est quelque chose, voilà, c'est une manifestation d'un créateur dans le monde qui s'affirme, en fait, simplement. Voilà, et chez lui, donc, il y a pour lutter contre l'empire de la communication, il y a une affinité, je cite, une affinité fondamentale entre l'œuvre d'art, le jeu vidéo, et l'acte de résistance. Alors voilà, j'ai envie un peu de dépoussiérer Deleuze avec un peu avec le jeu vidéo, en fait, parce que, eh bien, on n'en a pas parlé aujourd'hui dans les limitations, mais c'est vrai que ça pourrait être tout un autre débat, mais le jeu vidéo, eh bien, a été bouffé un peu par l'empire de la communication. Voilà, le numérique tout entier ne parle plus que de solutions digitales et d'applications natives et autres. Donc, on est dans une sorte d'idéologie du tout pratique, du tout lisible, du code bien fait, bien propre. Et en fait, j'ai envie de vous interroger sur la question du jeu, en fait. C'est-à-dire, le jeu vidéo s'inscrit dans cette démarche-là, et justement, voilà, c'est là où je voulais en venir, c'est que on pourrait peut-être faire un jour une conférence sur une discussion sur le crunch, sur voilà toutes les logiques industrielles et économiques qui pèsent du coup sur l'acte de création. Et voilà, moi j'ai envie de vous interroger sur cette question du jeu vidéo qui brouille les pistes. Voilà, c'est cette connexion entre l'art et l'industrie, une industrie qui est bien huilée. Et j'ai envie de renverser le sujet de la discussion de ce soir. Voilà, désolé, hein, je lance forcément un pavé dans la mare à 21h. On prend encore 2-3 petites minutes. Enfin, voilà, on débordera un tout petit peu. Mais est-ce que du coup, jouer, c'est pas déjà créé, en fait? Je renverse le truc. Mais voilà, le jeu en tant qu'activité transgressive dans un monde numérique pourtant bien agencé, pourtant bien contrôlé, est-ce que le jeu n'apparaît pas du coup comme une sorte de transgression qui s'assimilerait pas déjà à de la création dans une partie, en fait? Est-ce que voilà, en jouant, on ne crée pas déjà quelque chose, ne serait-ce qu'une expérience sensible, fût-elle fugace? Alors,
si je peux juste apporter des éléments de réponse, je vais en profiter pour faire une minute d'autopromo, puisque en fait c'est à peu près. Alors nous on parle pas de Deleuze, mais avec ma collègue Julie Delbouille, c'est justement le sujet d'un article scientifique qu'on est en train de boucler. Donc je pourrais renvoyer ça quand ce sera fait d'ici quelques semaines. Mais donc du coup en fait elle a fait sa thèse sur l'acte de jeu. Dans lequel elle voyait une part de création, et moi sur l'acte de création dans lequel je voyais une part de jeu. Ce sont deux activités qui... Enfin, c'est très difficile de savoir exactement où est-ce que le jeu et la création il me semble, c'est pas une question aisée, quoi, de réussir à voir où est-ce qu'il y a de la création dans le jeu et inversement. La piste qu'on propose, c'est celle de l'improvisation, qui me semble être une notion qui fait interface entre les deux notions. Quand tu es en train de créer, tu peux... une manière de faire, c'est d'exécuter, c'est-à-dire tu sais déjà ce que tu vas faire à l'avance, et puis tu ne fais que remplir les cases ensuite et cocher les cases de ta création. Bon, là, t'es pas vraiment en train de jouer, enfin, t'as rarement le sentiment de jouer à ce moment-là. Mais parfois, tu as des phases d'improvisation où, par exemple, on parlait des outils. Un des éléments fondamentaux dans les outils dont on a parlé, c'est la notion c'est le bouton preview automatique, c'est-à-dire tu peux modifier les variables, faire preview, relancer le jeu et tester le jeu, non seulement pour voir s'il marche, mais quel est le feeling, quelle est l'impression que ce que tu es en train d'improviser te renvoie comme sensation palpable, quoi. Donc ça c'est un premier élément de réponse. Et puis quand tu es en train de jouer, généralement tu dois improviser des réponses avec les éléments qu'on te donne, avec les règles de jeu qu'on te donne, avec les éléments qu'on met à ta disposition, et tu dois quelque part un peu inventer. Tout à l'heure Antoine disait qu'il était à la recherche d'un jeu dans lequel le joueur aurait justement plusieurs solutions, plusieurs pistes, et je pense que quand c'est réussi, le joueur qui joue à ce genre de jeu a la sensation d'avoir presque inventé la solution au problème, ou en tout cas avoir créé sa propre réponse à la chose. Donc voilà, en tout cas, quelques pistes pour ma part. Que vous inspire ma longue tirade, Antoine et Laurent. Ouais, transgresser, jouer, est-ce que c'est créer? Alors, je pourrais citer des trucs. Mais du coup, très vite, la question dérive en disant, dans un jeu, à partir du moment où on se met à créer, est-ce qu'on est encore en train de jouer? Et je pense par exemple aux speedrunners qui font une interprétation du jeu par une autre voie qui n'était pas prévue à la base par le jeu. Et ils transcendent même, enfin pour moi je trouve que c'est vraiment rendre un ultime hommage à des jeux vidéo que de trouver des glitches et des choses qui permettent de tricher et de finir un jeu vidéo super rapidement. Des fois ça frise la folie, à quel point les mecs passent des années et des années à essayer de trouver le pixel qui va permettre de traverser un mur invisible. Je trouve que c'est un sacré dévouement. Et est-ce que c'est une démarche créative? Enfin, en tout cas, c'est une démarche interprétative de ce qu'est le jeu auquel ils jouent. Mais sinon, finalement, il y a pas mal de jeux qui existent où, au sein même de la mécanique de jeu, on va être dans une démarche de création, mais là, c'est prévu par le jeu. Je pense à Space Engineer, qui est normalement le jeu auquel j'aurais dû jouer ce soir si je n'avais pas été là, qui est un jeu où on doit construire un vaisseau spatial pour sortir de l'atmosphère, régi selon des règles de blocs, d'énergie, de gravité, de réacteurs, enfin c'est une espèce de réaction en chaîne mathématique, où le but c'est de créer des choses pour réussir à aller plus loin. Donc on est fatalement dans une démarche de création. Est-ce que dans une démarche de transgression? En gros, on essaye de briser les règles élémentaires de l'univers de jeu, pas forcément du jeu, puisque le jeu cherche à te pousser à créer, mais on va effectivement essayer de sortir de l'atmosphère en fait avec notre vaisseau spatial, et donc du coup de rompre avec les règles qui sont régies par l'univers de jeu dans lequel on est.
Voilà, c'est des questions qui sont intéressantes. Personnellement, ce qui m'intéresse plus, c'est de savoir ce que peuvent dire les règles du jeu, ce que peuvent dire justement les règles d'univers de jeu, et justement quelle est la marge de manœuvre que donne le créateur de jeu au joueur pour qu'il puisse lui-même créer ses solutions. Mais à partir de quel moment c'est un bug? À partir de quel moment, du coup, on rentre dans le speedrun et dans le glitch et dans finalement une approche, une nouvelle interprétation du jeu auquel on joue, et une transgression qui n'est pas prévue par le jeu, et donc finalement une vraie transgression. Mais du coup, on joue plus. Là, on devient un technicien, en fait. Donc voilà. Si la transgression est prévue par le jeu, est-ce que c'est une transgression? Si on transgresse le jeu, est-ce qu'on joue encore? Ouais, c'est question à tiroir qui ouvre 150 brèches. Du coup, Laurent, pour conclure, tu avais quelque chose à ajouter? Tu voulais rebondir? Ouais, enfin, par exemple, Minecraft, quand on peut créer avec Minecraft, on peut créer des environnements incroyables, et en fait, on joue quand on le fait. Donc, voilà un jeu qui peut répondre aussi à la question, mais surtout, en fait, pour moi, finalement, la création d'un jeu, elle est complète quand le joueur, en fait, en prend possession, parce que sans lui, en fait, le jeu n'a pas de sens. Et surtout, en fait, en fait, ça me fait penser à un autre philosophe, Stéphane Chauvier, qui a écrit encore un livre intéressant, Qu'est-ce que le jeu? Et finalement, le joueur, c'est quelqu'un en action par rapport à cette œuvre d'art. Si je vais au cinéma, je suis spectateur. Je suis passif par rapport à l'œuvre. Je la prends, je la reçois, alors que dans le jeu, en fait, j'agis. Et donc le fait d'agir, d'une certaine manière, c'est déjà créer quelque chose, parce qu'on va créer des événements par le simple fait d'agir au sein d'une œuvre. Et effectivement, alors, dans ta question, enfin, il y a eu plein de questions, tu as eu plusieurs questions, tu as posé plein de questions dans le truc, donc ça pourrait donner l'objet d'une discussion plus importante. Mais moi, je le vois comme ça, en fait. Le joueur, par son action, est aussi créateur, en fait, des événements, en fait, dans lesquels il va s'inscrire dans le cadre du jeu qui a été défini par le game designer. Après, bon, voilà, compliqué de pouvoir répondre comme ça de prime abord, quoi. Mais je rejoins ce que disait Antoine, notamment sur les glitches aussi, quoi. Voilà. Finalement, chaque joueur, avec sa personnalité, aura une approche différente et créera des situations différentes. Voilà. Bon, je ne sais pas si ça répond bien au truc. Non, mais si, c'est la question de l'expressivité aussi dans le jeu vidéo. Mais là, en effet, l'heure tourne. Je pense que ce sera en effet le lieu d'un autre débat, d'une autre table ronde. Ma foi, pourquoi pas, hein, je pense qu'il y a peut-être un créneau à prendre. Je ne sais pas trop, on verra bien. En bref, voilà qui conclut notre série Indie Game Night. Voilà, on doit rendre l'antenne. Merci beaucoup à vous trois d'avoir accepté notre invitation et du coup de venir un peu discuter de toutes ces questions-là. Merci à vous. Merci à toi. Merci à toi. Merci beaucoup. Et ma foi, j'en profite pour remercier les indépendants, et plus particulièrement Thibaut, qui nous a assisté sur cette édition, ma foi, en ligne. Voilà, c'était pas toujours simple, mais il a abattu un sacré travail pour que tout fonctionne. Donc voilà, merci à lui. Et merci au chat, voilà, notamment Audrey, qui s'est chargée de faire la médiation avec les commentaires et qui voilà, nous assiste également sur ce projet. Ma foi, il est l'heure de rendre l'antenne.
Donc voilà, merci encore à tous. On vous souhaite une très bonne soirée. Et ma foi, quoi ajouter de plus sinon, jouer à des trucs, créer des niveaux. Voilà, ma foi. Revenez à RPG Maker, toujours et encore.